Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence autour de la démarche de mobilité. Donc, je suis Julien Messon, je suis responsable de projet à la et de la fonction publique, souvent donc plus connu en tant que DRH de l'État. Et du coup, je suis en charge notamment de déployer des outils à la fois pour les professionnels de l'accompagnement comme les conseillers mobilité carrière, mais aussi directement à destination des agents comme le guide Agir pour son projet de mobilité professionnelle que vous pouvez découvrir sur un stand dédié au sein de ce salon notamment. Alors voilà, avant de vous présenter le salon, je remercie notamment la PFRH qui a malgré le contexte, su assurer la continuité de cet événement et du coup, c'est quelque chose, c'est un beau défi qui a été relevé par la PFRH et du coup, je suis très content de pouvoir aussi contribuer à mon niveau à proposer tout au long du chat, de la conférence à poster sur le chat vos réactions, vos questions et vos témoignages, ce qui permettra ensuite, dans un second temps, d'y répondre, puisqu'on va organiser ça en deux temps. Un temps où je vais vous présenter un certain nombre de choses et un deuxième temps où on va pouvoir échanger. Voilà. L'objectif de cette conférence, donc, qui s'intitule Enrichissez et sécurisez votre expérience de la mobilité. Alors, pourquoi enrichir sa mobilité, ou son expérience de la mobilité? Parce que, quelque part, pour c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un long fleuve tranquille, pardon, pouvoir finalement déployer des actions, mettre en œuvre des actions qui permettent un petit peu d'enrichir l'expérience, parce qu'intuitivement, vous pouvez avoir un projet en tête, vous pouvez du coup rechercher des offres d'emploi, rédiger votre CV, votre lettre de motivation, préparer votre entretien. C'est des choses assez intuitives, mais qui ne suffisent pas toujours. Et il faut un peu, à mon sens, aller au-delà de ce premier niveau et pour mettre en œuvre d'autres actions et se créer un petit peu un parcours qui permette de sécuriser votre démarche, puisque tout ça, bien entendu, c'est pour sécuriser. C'est l'objectif. Enrichir, c'est les moyens, sécuriser, c'est l'objectif, et notamment couvrir un certain nombre de risques. Je vous en donne quelques exemples. Un projet, par exemple, qui serait irréaliste. Vous avez des compétences, mais toutefois, est-ce que les compétences que vous avez sont suffisantes pour atteindre votre objectif? Vous avez des contraintes personnelles et qui fait qu'un poste n'est peut-être pas compatible, en tout cas à un instant T, avec votre projet. Par ailleurs, vous avez peut-être une idée très précise d'un poste, mais ce poste-là, finalement, dans le bassin d'emploi, la zone géographique que vous visez, il n'est peut-être pas facilement réalisable. Et du coup, là aussi, c'est un risque à étudier. Et puis, de manière plus générale, il y a des projets aussi qui peuvent ne pas être en phase totalement avec vos aspirations, vos valeurs de travail, ou vous pouvez aussi faire une mobilité et vous rendre compte qu'un métier ne correspond pas exactement à ça, à comment vous l'aviez imaginé, et du coup, un peu un effet de déception. Enfin, il y a plein de raisons, plein de risques à couvrir et qui, en tout cas, justifient, à mon sens, que on voit ça d'une manière beaucoup plus élargie et qu'on puisse avoir un peu une boîte à outils dans laquelle piocher et qui permettent d'enrichir cette expérience. Alors, c'est une expérience, comme on l'a dit, elle est composée d'un enchaînement d'étapes, on va les voir, et c'est une expérience aussi apprenante, c'est-à-dire que quelque part, plus vous allez vous engager dans une démarche de mobilité tout au long de votre parcours, plus vous allez développer progressivement une compétence à vous orienter tout au long de votre parcours professionnel. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez passer d'une expérience à l'expérience de la mobilité et faire en sorte que ce soit, et c'est logique, avez appris, tout ce que vous avez, tous les bons réflexes que vous avez acquis deviennent quelque part des automatismes et que vous sachiez manager un peu votre carrière et votre parcours. Donc, voilà. Mais idée
importante, c'est que c'est une expérience sociale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans cette démarche et que vous êtes un acteur qui est aussi éclairé par différentes personnes qui peuvent vous appuyer dans votre démarche. Alors, pour rentrer plus dans le vif du sujet, je vous propose déjà de vous rappeler un peu les phases d'un projet de mobilité tel qu'on peut l'imaginer. Tout d'abord, il y a la première phase qui consiste à décider de s'engager ou non dans un projet de mobilité. Donc, il faut s'interroger sa situation de travail actuelle. Deuxièmement, analyser son parcours, ses valeurs de travail pour finalement mieux vous connaître. Et puis, il y a toute la phase liée à la définition du projet, sa vérification et sa validation pour un petit peu délimiter les critères et puis vérifier que votre projet soit souhaité, réaliste, réalisable pour finalement, là encore une fois, sécuriser votre démarche. Puis ensuite, bien sûr, vient la phase de mise en œuvre très opérationnelle du projet, parce qu'on c'est pas de la théorie, un projet de mobilité, on le définit, mais à un moment donné, on le met en œuvre aussi. Et ça sera aussi votre posture de candidat à un emploi public pour concrétiser, bien entendu, votre projet. Et enfin, dernière étape, même si souvent elle est un peu mise de côté, mais elle est très importante parce qu'elle permet finalement de garantir le succès de votre démarche, c'est de préparer aussi votre transition professionnelle pour réussir finalement votre intégration sur votre nouveau poste. C'est-à-dire, c'est un peu le onboarding. C'est comme ça que souvent c'est en processus RHC10, c'est-à-dire l'embarquement vers votre nouveau poste. Alors, si on reprend, l'idée ici, c'est de reprendre chacune de ces étapes et peut-être de vous donner à chaque fois des clés qui vous permettent de s'engager dans la démarche de mobilité. Première chose. En gros, ça revient à se poser la question, changer de poste, est-ce une bonne idée? Est-ce une bonne idée? Voilà. Alors, s'interroger là-dessus, c'est pas secondaire, c'est-à-dire que votre évolution professionnelle, il faut prendre du temps pour la réinterroger régulièrement, pour réinterroger votre niveau de satisfaction, votre niveau de motivation sur votre poste. Et cette réflexion peut en effet vous conduire à deux options. Soit option 1, vous confirmez que le poste vous donne encore satisfaction. Alors, peut-être parfois il y aura en effet des ajustements qui feraient que vous seriez plus épanoui sur votre poste, plus engagé. C'est des éléments que vous pouvez éventuellement envisager en fonction de votre aussi de relations avec votre manager, mais des ajustements que vous pourriez voir avec lui sur votre poste, vous en avez fait peut-être un peu le tour ou que vous souhaitez diversifier votre parcours et du coup, vous décidez de vous engager dans une démarche de mobilité, un nouveau projet. Voilà. Et s'engager dans un nouveau projet, ce n'est pas anodin puisque c'est enclencher un changement et que ça suppose, premièrement, de vous interroger sur le sens de votre démarche, c'est-à-dire vous poser des questions assez simples, mais pourquoi vous lancer maintenant? Pourquoi un changement de poste? Et en gros, identifier vos déclencheurs. Ça peut être développer de nouvelles compétences, ça peut être essayer d'avoir un poste plus aligné avec vos valeurs, avec ce qui vous motive. Ça peut être faire dans un domaine, votre poste actuel, ou que sais-je encore. En tout cas, il faut identifier ces déclencheurs parce que c'est un peu le socle de votre démarche. Deuxièmement, c'est interroger le moment le plus pertinent pour agir parce que très concrètement, cette démarche, elle peut être accélérée, alors par exemple une réorganisation de service ou par une volonté de changer assez rapidement, ou voire par un déménagement nécessaire, ou elle peut être aussi différée, dans le sens où vous souhaitez peut-être aller au terme d'un projet avant de vous lancer dans un nouveau projet, ou encore de développer des compétences, et notamment des compétences qui seraient nécessaires dans le type de poste que vous visez. Troisième chose, il faut
aussi avoir conscience des freins à la fois croyances et il faut essayer de tenter de dépasser ces croyances en vous questionnant et finalement en essayant de desserrer ces freins, notamment vous posant des questions du type si je n'avais pas besoin de rendre ce projet public, de le diffuser, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ou encore, si j'avais plus confiance en moi, vers quoi je m'engagerais? Ou encore, qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que je gagne à m'engager, à me lancer dans un nouveau projet? Voilà. Ça, je trouve que c'est important d'interroger tous ces éléments avant même, donc, comme vous l'aurez compris, de vous engager pleinement dans un nouveau projet. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais précisons-le, vous êtes acteur de votre mobilité, mais vous n'êtes pas naturellement et logiquement, j'allais dire, susciter des doutes. Des doutes qu'il faut pouvoir partager et aussi des interrogations auxquelles il vous faut des réponses. Et du coup, ça génère tout cela un besoin d'accompagnement pour débloquer une situation, pour faire progresser plus généralement votre projet. Et afin de mobiliser votre réseau à bon escient, je vous invite à vous poser deux questions. C'est déjà, tout logiquement, c'est assez simple, mais c'est de bon sens. C'est qui peut m'aider? Et ce qui suppose un peu quand même de réfléchir à votre réseau. Et c'est vrai que cette notion fait un peu peur parfois parce qu'on a des socio-professionnels, même très proches, qui peut nous aider. Et qu'est-ce que j'attends aussi de ces personnes? Et ça, finalement, c'est important parce que vos prises de contact, quelles qu'elles soient, doivent être préparées. C'est-à-dire que les personnes doivent d'emblée comprendre pourquoi vous faites appel à elles dans le cadre de votre démarche. Alors, il peut s'agir de votre manager de proximité, si vous avez une relation de confiance avec lui. Il peut s'agir d'un conseiller mobilité carrière, qui est le professionnel en charge de vous accompagner dans votre projet. Il peut s'agir aussi d'un référent handicap, si vous êtes en situation de handicap. Il peut s'agir aussi d'un gestionnaire RH, je ne sais pas, du type, si je m'engage dans une mobilité, un changement de corps, et du coup je passe par un détachement, quelles sont les incidences pour moi en termes de carrière, en termes de rémunération, en termes d'évolution professionnelle plus généralement. Et donc tout ça, c'est des questions qui légitimement peuvent se poser. Dernier point là-dessus, c'est que si vous faites appel à votre réseau, n'oubliez pas que il a pris du temps pour vous et tenez-le informé de l'avancée de votre projet parce que finalement un réseau ça se cultive, ça s'entretient et rien que le fait de faire des retours réguliers et de pouvoir dire en quoi son appui a été utile dans le cadre de votre projet, c'est très important pour maintenir ce lien et puis pour pouvoir entretenir votre réseau professionnel. Ça c'est très important parce qu'un réseau, faut pas mais pas que. Dans le cadre de ces projets qu'on conduit dans son activité professionnelle, on peut avoir besoin d'avis, d'expériences, de documents ou que sais-je encore. Et du coup, il faut bien avoir en tête que tout cela, c'est intégré et ça se prépare. Deuxième étape, après, donc, vous êtes décidé à engager votre projet de mobilité, c'est de se dire, il faut que je fasse le point. Faire le point, c'est indispensable pour finalement définir un projet plus tard qui soit vraiment conforme à ce que vous souhaitez et aussi qui, finalement, il s'agit de constituer du matériau qui pourrait être réutilisable. C'est-à-dire, par exemple, je m'explique, vous avez de pouvoir les faire vivre. C'est-à-dire qu'une compétence en tant que telle, c'est pas observable et il faut pouvoir lui rattacher des réalisations concrètes
et peut-être aussi expliquer à quelles difficultés vous avez été confrontés, comment vous les avez surmontées, quel a été votre rôle, votre niveau de contribution. Et tout ça, c'est très important, c'est ce qui contribue à faire vivre vos compétences. Et donc, simplement les énoncer ne suffit pas. C'est pour ça qu'on parle de révéler ces compétences plus que de les identifier. C'est deux travails différents. Et ça demande quoi? Ça demande de réunir des ingrédients parce que il faut faire son bilan un peu en toute sérénité. Et donc, je vous conseillerais peut-être de réunir, j'allais dire, 4 ingrédients du temps. C'est-à-dire que votre projet, c'est pas quelque chose de secondaire, hein, c'est quand même votre vie professionnelle, votre évolution, et que suppose qui vous dit je bloque dans mon agenda des créneaux pour réfléchir à mon évolution. Aussi un lieu dans lequel vous vous sentez bien, et puis aussi une attitude constructive, c'est-à-dire que vous devez poser un regard critique, ça c'est clair. Tout n'a pas été extrêmement forcément positif dans un parcours professionnel, mais un regard critique mais positif. Et si vous envisagez les échecs, et il faut les envisager, enfin les échecs ou les expériences les moins réussies, j'allais dire, mais dans tous les cas, vous avez bien entendu à y réfléchir, mais non pas pour se dire j'ai pas été à la hauteur de ces enjeux, ou je m'y serais pris autrement et du coup je suis pas du tout estime. Non, mais pour en tirer des enseignements rebondis. Et quand je disais que c'est du matériau pour plus tard, par exemple, typiquement ici, quand le recruteur peut vous demander quel est votre plus grand échec, c'est une des questions qui est souvent posée, et là, vous saurez répondre, et puis vous saurez faire preuve d'humilité, parce que, à mon avis, pour un recruteur, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit que tout a été positif dans son parcours et qu'il n'a pas été qu'il n'a pas été confronté à des obstacles. Ça montre un profil, alors c'est peut-être vrai, hein, mais en tout cas, ça montre un profil qui manque peut-être d'humilité. Donc tout ça, vous voyez bien que tout est calculé. Et quatrième point, quatrième ingrédient, j'allais dire, en effet, il faut pouvoir articuler, en effet, vous, par exemple, vous constatez que vous n'êtes plus en contact direct avec l'usager dans le cadre de vos fonctions actuelles, et que ça vous manque, ou c'est ce qui crée particulièrement votre engagement au travail. Et tirez-en un enseignement, transformez ce constat en critère pour votre prochain poste. Voilà. Donc, interrogez de manière plus précise votre parcours, vos compétences, vos leviers de motivation et vos valeurs de travail. Pour moi, c'est les 4 choses qu'il faut interroger. Alors, le guide à agir pour son projet de mobilité professionnelle que la DGFP propose, hein, donc vous vous retrouvez sur le stand au sein du salon, justement vous propose un petit peu des questions pour enclencher la réflexion. Pas forcément évident de se faire le point tout seul. C'est vous faire accompagner par un professionnel de l'accompagnement, un conseiller mobilité carrière. Mais soyez concret, toujours attaché bien entendu des réalisations concrètes à vos compétences, parce que les compétences en tant que telles, encore une fois, c'est pas quelque chose qui parle si on les énonce. J'ai une capacité d'adaptation en soi, ça ne veut rien dire. Prouvez-le, montrez-le, et associez des réalisations. Et puis revisiter aussi peut-être certaines notions, parce que notamment quand il s'agit de qualifier son parcours, on peut dire on entend parfois la notion de cohérence de parcours, mais ce n'est pas des notions qui sont normées, c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans un texte. Donc, on a dire que mon parcours est cohérent parce que j'ai toujours c'est cohérent par rapport, mon poste est cohérent par rapport à celui que j'ai occupé avant et que j'ai encore occupé avant. Mais ça peut être aussi une cohérence vis-à-vis de vous, de vos valeurs de travail, de vos leviers de motivation. Mais encore faut-il pouvoir les identifier. Une fois que vous les aurez identifiés, vous pourrez très bien argumenter auprès d'un recruteur ou auprès d'une personne que vous sollicitez en disant que mon parcours est cohérent parce que il est cohérent par rapport à ce que moi je souhaite, et ce que je souhaite, ça peut être accompagner des services dans leur transformation, ça peut être être en appui de services métiers dans les achats, les ressources humaines, etc. etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur faire le bilan, mais encore une fois, vous allez plus loin.
un projet, alors définir un projet, c'est peut-être trois choses. C'est peut-être aussi avoir besoin de s'inspirer. Parce que vous aspirez à changer de poste, peut-être sans avoir une idée précise de ce que vous souhaitez opérer comme changement. Autre cas, vous souhaitez, votre objectif est assez clair, vous avez tous les critères de votre projet, mais vous souhaitez le traduire concrètement en métier ou fonction à exercer. Et dans ces deux cas, vous avez peut-être besoin de vous inspirer tout simplement. Alors vous inspirer, c'est possible, hein, il y a des outils qui existent, notamment Place de l'emploi public, parce que même si on l'envisage comme un outil plutôt de recherche d'offres d'emploi, une fois que le projet est fini, c'est aussi une source d'inspiration parce que vous avez accès assez librement à l'ensemble du marché de l'emploi public. Et ce marché de l'emploi public, eh ben, il est composé d'une diversité de métiers, une outils qui peuvent vous aider à explorer notamment par domaine métier, c'est-à-dire que vous avez un moteur de recherche par domaine métier. Bah, si vous voulez travailler dans les ressources humaines, regardez un petit peu ce que vous pourriez éventuellement atteindre comme poste. Deuxièmement, il y a Odin, l'outil d'aide à l'identification des métiers de l'État. Alors, c'est un outil que vous retrouverez sur le site de la fonction publique, mais que vous pouvez aussi retrouver dans le guide en lien. Et Odin permet de voir en termes de compétences les métiers les plus proches du vôtre et de se dire, voilà, en gros, il y a des proximités de mon métier avec un autre et de pouvoir les identifier. Et puis aussi, il y a un module dans Odin qui permet, à partir d'une auto-évaluation de ses compétences de savoir-faire et de savoir-être, eh ben, ça génère un petit peu des métiers qui pourraient vous correspondre. Alors après, c'est des pistes, hein, c'est-à-dire que c'est à vous après de voir si les pistes proposées, ben, vous les refermez ou si vous allez plus loin. Vous avez également, ben, typiquement, ce genre d'événements, les salons emploi mobilité, qui vous permettent quand même d'accéder à une offre très riche, hein, les stands d'employeurs, les conférences, les entretiens flash avec des conseillers, en tout cas qui permettent un petit peu aussi d'ouvrir le champ des possibles. Et puis vous avez, quatrième levier, peut-être les sites des administrations, puisque la plupart des ministères, mais aussi des administrations dans les autres versants, proposent des témoignages métiers ou finalement des présentations des métiers sous forme de vidéos. Et tout cela, ben, ça peut vous aider aussi à s'inspirer. Alors, aussi, il faut le vérifier. Vérifier votre projet, c'est de se dire, d'une part, mon projet est-il réaliste? Est-il réaliste vis-à-vis par rapport à mes compétences, par rapport à mes contraintes personnelles? C'est-à-dire que sur un type de poste que vous visez, il y a des compétences qui sont attendues, des qualifications, voire un diplôme. Et l'idée, c'est de voir quel est le différentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement facilement accessible ou est-ce que ça va être plus compliqué? Ou est-ce que je dois mobiliser de la formation, par exemple? Est-ce que je dois activer mon compte personnel de formation pour réduire cet écart de compétences? Ou au contraire, est-ce que ça vous semble tout à fait jouable et que vous pensez que vous avez ces compétences? Et ça rejoint aussi l'idée des mobilités un peu plus audacieuses, c'est-à-dire où l'écart est un peu fort, mais finalement, on prépare son argumentation, on dit qu'on a un profil atypique et on tente sa chance. Pour ça, mais à consulter en replay la conférence de Bénédicte Ledelay sur s'engager dans une démarche de mobilité audacieuse. Et là, vous verrez aussi que finalement, parfois, il peut y avoir un écart de compétences, mais vous pouvez aussi tenter, oser. Voilà. Le projet est-il aussi réalisable? Alors là, on n'est plus sur le côté réaliste, hein, on est sur le côté réalisable. Et là, c'est de se dire, j'ai peut-être un projet très défini, sauf que j'envisage de le mettre en œuvre dans un bassin d'emploi, c'est-à-dire dans une zone géographique. Et il faut vérifier que il y a des offres d'emploi qui correspondent à votre projet. Ça paraît assez simple à dire, mais sinon ça peut être un vrai frein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez visé un poste très précis dans une ville précise, le projet il peut mettre du temps à se mettre en œuvre. Difficulté. Si vous voulez une mobilité rapide, ça peut être une difficulté. Et alors là, il faut peut-être un peu élargir vos critères, peut-être se dire, je ne veux pas être conseiller mobilité carrière, mais je veux travailler dans les ressources humaines. Voilà, et un peu élargir, faire en sorte que votre projet soit réalisable.
ou alors envisager une mobilité géographique un peu plus étendue. Voilà. En tout cas, en fonction de votre situation personnelle, en tout cas, il faut y réfléchir et pouvoir, bien sûr, avant de valider votre projet, interroger tous ces aspects. Autre question, peut-être se dire que est-ce que vous avez une connaissance assez précise du métier que vous visez, notamment quand vous faites un peu, alors on n'est pas dans une reconversion, mais quand on est un peu dans un changement de métier, euh, est-ce que finalement le métier que je vise et tout ça, il y a des leviers aussi pour sécuriser ça, l'enquête métier notamment, c'est-à-dire que vous connaissez une personne ou quelqu'un peut vous mettre en relation avec une autre personne, c'est la logique réseau, d'une personne qui peut vous renseigner sur un poste, soit qu'il l'occupe actuellement, soit qu'il l'a occupé par le passé, soit qu'il connaît la structure dans laquelle vous vous projetez. Et l'idée, c'est de se dire, j'interroge pour vérifier que ce que je perçois du métier, c'est bien ça. Et alors, bien entendu, ça aussi, ça se prépare. C'est-à-dire que vous allez devoir préparer, alors une fois que vous avez identifié la personne, préparer une trame. Et dans le guide, vous retrouvez notamment une trame de 25 questions types à personnaliser qui vous permettent un peu d'orienter, enfin de vous donner des idées de questions que vous pourriez poser du type c'est quoi une journée type dans votre métier, quelle est la plus grande contrainte ou je ne sais quoi encore. Voilà, et puis aussi vous mettre en mode veille, c'est-à-dire que si vous visez un métier que vous connaissez peu, c'est aussi l'idée c'est de se renseigner sur le métier, peut-être suivre des webinaires qui correspondent au métier, suivre une revue ou que sais-je encore, parce que il est important, notamment vis-à-vis de du futur recruteur, que vous soyez un candidat crédible et que vous soyez en mesure d'échanger sur une ou deux actualités. Ça aussi, ça se prépare. Troisième point, après s'inspirer, vérifier, il y a aussi communiquer sur votre projet parce que il ne s'agit pas lorsque vous allez présenter votre projet, soit à une personne que vous contactez ou au recruteur, il ne s'agit pas de vous lui dérouler votre curriculum vitae. Il s'agit un petit peu finalement d'adopter une autre approche visant finalement à donner un peu de relief, un peu de structure à votre parcours, et notamment en identifiant, et c'est ce qu'on vous propose aussi au sein du guide, un fil conducteur, c'est-à-dire identifier ce qui pourrait lier différentes expériences entre elles, ou si vous n'arrivez pas à identifier ce fil conducteur, aussi pour une constante. Alors un fil conducteur, dans les ressources humaines, dans le domaine budgétaire, ce qui peut être le lien entre ces expériences, c'est que vous avez toujours été en appui des services métiers. Et ça, voilà, ça peut être votre fil conducteur. Mais bien entendu, il y a un fil conducteur pour chaque parcours. Donc là, soit vous y réfléchissez, soit vous vous faites aider aussi. Ça peut être une idée par quelqu'un. Et en tout cas, ça peut être une façon de dynamiser un petit peu la présentation de votre parcours. Et si vous ne parvenez pas à trouver ce fil conducteur, il peut y avoir une constante. Vous avez toujours été en relation avec l'usager, vous avez systématiquement mobilisé une compétence particulière. Voilà. En tout cas, c'est important de réfléchir à comment je communique sur mon projet. Parce que l'idée, c'est maintenant que vous avez un projet et que vous voulez le mettre en œuvre, il s'agit un peu de le présenter. Voilà. Et ensuite, j'allais dire, les deux dernières étapes, c'est activer votre projet et opérer votre mobilité. Alors, activer votre projet, ça veut dire, là, on retrouve Place de l'emploi public, mais cette fois-ci pour sa vocation première, c'est-à-dire rechercher les offres d'emploi qui correspondent à votre projet. Et rechercher, analyser les offres pour voir si ça correspond un petit peu à votre projet. Et puis, une fois que vous avez décidé de candidater, et c'est rédiger un CV, lettre de motivation. Alors je rentre pas là-dedans parce que ça va être quelque chose de très long si je rentre dans les détails du CV et de la lettre de motivation, mais en tout cas dans le guide vous avez un rôle qu'on appelle un rôle parce que pour vous faire un petit focus sur le guide, on vous invite à incarner, vous êtes acteur de votre mobilité, on vous invite à incarner 10 rôles clés que vous pouvez. Parmi ces rôles-clés, il y a l'auteur de ses actes de candidature, c'est-à-dire auteur de son CV, sa lettre de motivation. Donc là-dedans, vous retrouverez un certain nombre d'éléments et notamment deux grilles de décryptage qui vous permettent d'auto-évaluer votre CV et votre lettre de motivation, c'est-à-dire de se dire
passer en revue votre CV, on regarde cette grille et voir si, tant sur le fond que sur la forme, vous avez observé les points de vigilance principaux de ces 2 actes. Voilà, et puis après, bien entendu, une fois que vous êtes convoqué à un entretien, il y a la préparation de l'entretien de recrutement, et ça consiste notamment à s'informer sur le processus de recrutement, car en effet, en fonction des administrations, il y aura des entretiens, plus ou moins d'entretiens, ça se passera en visio ou en présentiel, enfin, il y a toutes des modalités. Et bien sûr, se préparer à l'échange avec le recruteur. Et se préparer à l'échange avec le recruteur, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire se préparer aux questions les plus souvent posées. Dans le guide, vous avez 7 questions récurrentes qui sont posées avec la description de l'intention du recruteur quand il vous pose cette question et avec ce que vous. Alors, pas une réponse préconçue, parce que bien entendu, c'est lié à votre projet et à votre parcours, mais en tout cas, des éléments qui permettent de répondre à ces questions. Et puis aussi, deuxième chose, c'est proposer, formaliser des questions à poser au recruteur. Parce que l'entretien se terminera forcément sur avez-vous des questions. Et ça, c'est. En fait, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous n'avez pas, même si vous n'avez pas, si vous avez été parfaitement éclairé sur le poste, vous n'avez pas le choix. Vous devez forcément peut-être un manque de curiosité ou en tout cas que vous en avez eu assez de l'échange et ça c'est plutôt un mauvais signal envoyé au recruteur. Donc là aussi préparez-vous à poser des questions et des questions percutantes et c'est pour ça qu'on vous propose aussi une série de questions qui peuvent être personnalisées en fonction de du poste que vous visez donc au sein du guide. Voilà, et puis aussi il y a l'idée de gérer tout au long du processus les relations avec le recruteur, c'est-à-dire de ne pas être trop insistant, mais tout en en le relançant, ce recruteur, de manière tout à fait modérée, sans trop en faire. Enfin bon, trouver le bon équilibre en tout cas pour, euh, pour finalement avoir des relations tout à fait tout au long du processus de recrutement. Voilà, dernière étape, et avant qu'on passe aux échanges, c'est de se dire que faut opérer votre mobilité et du coup il faut anticiper les conséquences de votre mobilité. Ce que je veux dire par là, c'est que on l'a un petit peu évoqué, mais que la mobilité, elle peut s'opérer par votre mutation, par votre détachement, par voie de mise à disposition, que sais-je encore, et que bien sûr ces différents mécanismes, ces voies de mobilité ont des incidences pour vous en termes de carrière, etc., de rémunération, etc. Et qu'il faut bien sûr sécuriser tous ces éléments au moment de la mise en œuvre de votre projet, une fois que vous êtes le candidat présélectionné. Conséquence de ces mécanismes, le guide vous dresse un petit panorama de tout ça, et puis bien sûr saisir notamment le service RH pour en savoir un peu plus, et puis si vous avez des questions, et puis notamment demander aussi peut-être une simulation de la rémunération pour pas avoir de mauvaises surprises. Et puis autre chose, si vous avez peut-être des accords actuels avec votre employeur, par exemple une formation qui est en cours et qui s'étale sur une certaine durée, et bien assurez-vous que cette formation, vous pourrez continuer à la suivre dans votre prochain poste. Vous avez peut-être aussi du point de vue bénéficier de prestations sociales, une place en crèche ou l'accès à une salle de sport, pourquoi pas, enfin, des choses qui vous conduisent bien sûr aussi à vous assurer, en tout cas dans votre prochain poste, et en tout cas, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire on opère notre mobilité en toute connaissance de cause. Dernière étape, bien entendu, c'est réussir sa transition professionnelle, c'est-à-dire que vous allez intégrer une équipe, des personnes qui se connaissent bien et qu'il faut avoir des bons réflexes, réussir à s'intégrer. Vous retrouvez dans le guide toute une série de bons réflexes sur ce sujet et qui visent à créer du lien avec les équipes et bien entendu à bien se positionner au sein de cette nouvelle équipe. Voilà, mais je vous propose, comme pour le CV de la lettre de motivation, de ne pas aller plus loin sur ce sujet pour ensuite finalement passer aux échanges. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu vos questions
parce que je sais pas mon fonctionne du coup via la plateforme pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, j'ai pas accès au chat. Alors, je vais regarder si si Raphaël, vous pouviez éventuellement me communiquer les questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, je viens de vous les mettre dans le chat Dyson. Très bien, merci. Voilà, en attendant, donc voilà, j'espère que vous avez pu retrouver notamment le guide qui est finalement qui décline un petit peu cette conférence et qui permet d'aller plus loin sur votre démarche. Et bien entendu, on est très intéressé par vos retours sur ce guide, puisqu'il a été conçu un peu en mode accéléré et de manière sérieuse, mais de manière accélérée, et que bien entendu, l'idée c'est votre guide, et c'est le guide des agents en démarche de mobilité, et que bien entendu, il faut donc n'hésitez pas à proposer, notamment dans le guide, vous avez accès à une boîte structurelle qui vous permet de faire remonter vos observations, alors vos retours positifs, critiques, et puis ce que vous aimeriez retrouver notamment aussi dans ce guide. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma question? J'y accède où? Parce que là, je ne le vois pas. Sur le chat Dyson. Là, je suis sur le chat, mais non, parce que là, je ne vois rien. En fait, il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. Il n'y a pas de. Alors, on ne voit plus votre caméra. Voilà, éventuellement, est-ce que vous pouvez du coup, je sais pas, me citer deux, trois questions, parce que là, je n'ai pas accès au. Alors, il y a une question. Oui. Est-ce réalisable de trouver un poste en territorial après seulement une expérience professionnelle de 3 ans dans la fonction publique d'État? Alors c'est faisable tout simplement parce que finalement, vous allez opérer au bout de 3 ans, vous avez sans doute l'idée de changer de poste. Et ces postes-là, il n'y a pas de durée minimum dans un versant de la fonction publique, État, territorial ou hospitalier, avant de vous engager dans un projet. Et vous avez en effet, alors souvent c'est un détachement entre l'État. Il n'y a pas de raison. Si vous avez développé des compétences dans un poste et que vous souhaitez les mettre à disposition d'un employeur de la fonction publique territoriale, bien entendu, il y a aucune difficulté à cela en soi. En tout cas, c'est possible, on va dire. C'est la seule question que l'on a. Voilà. Bon, bah écoutez, Oui. si vous n'avez pas, à moins qu'elles arrivent au fur et à mesure, si vous avez d'autres questions à formuler dans le chat.
propose de clôturer la conférence. Bien sûr, vous pourrez retrouver en replay tout au long du salon. Alors n'hésitez pas aussi à voir en replay la conférence de Bénédicte Ledelay sur engager une transition professionnelle sécurisée audacieuse, mais aussi euh, quand faut-il se poser la question d'une reconversion. Ça, c'est une conférence qui aura lieu demain. Et bien entendu, d'utiliser, de consulter bien entendu vous inscrire à toutes les conférences qui sont proposées. Clé en tout cas dans le cadre de votre démarche, et je vous souhaite une réussite dans celle-ci, et encore une fois je vous souhaite un bon salon à tous et à toutes. Au revoir.